Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Fougou Art Oratoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense honneur et le privilège de vous présenter une interview de l'ancien député français Anato. Et vous allez voir, cette interview elle est extraordinaire. On va parler de son parcours, de ce qui lui a permis d'être député. On va parler également de son rapport à la prise de parole en public, parce que vous le savez, l'art oratoire, c'est mon dada. Et on va également parler de sa vision, de ses perspectives personnelles, de sa vision pour la jeunesse africaine, pour la diaspora africaine, pour l'Afrique au sens général. Vous verrez que on a des hommes forts en Afrique. Franchement, on a des personnes qui pensent concrètement africain, qui pensent Afrique, et des personnes qui peuvent impulser une dynamique de changement, une dynamique d'amélioration des conditions de vie, des personnes au cœur noble. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette interview de Patrice Anato. Générique. Bonjour. Bonjour Pierre Damien, C'est un plaisir de vous avoir dans cette interview. plaisir partagé. Alors, avant qu'on ne commence, j'aimerais juste vous poser une simple question. Ce n'était pas prévu du tout, mais c'est fait volontairement. C'est pour avoir votre avis sur, il y a un texte en gros, généralement c'est un texte biblique principalement, mais c'est quand même une mentalité aussi qu'il y a généralement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un parcours de vie. C'est le fait de dire que trop de prudence nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop de prudence nuit, je dirais tout simplement que, on peut le dire autrement, la peur, une trop grande peur de la prise de risque peut être un frein à l'évolution, à un avancement. Ok. La prudence, c'est mesurer aussi les risques Totalement. qu'on veut prendre. Mais quand on est excessivement prudent, ça peut signifier qu'on fuit le risque, on fuit la prise de risque et qu'il ne risque rien à rien. Merci beaucoup. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous avoir ici parce que vous êtes quand même une figure qui inspire, une personne qui vous êtes. On va parler de votre parcours tout de suite dans les minutes à suivre, mais rien que de par votre parcours, vous lancez ce message qui auprès de la jeunesse, qui va aujourd'hui se dire que c'est possible. C'est possible de faire beaucoup de choses. C'est possible de venir du Togo, d'aller en France, de se découvrir, de se développer et surtout d'avoir un impact positif dans la jeunesse. C'est la raison pour laquelle c'est un honneur pour moi, un privilège de vous avoir dans cette interview. Et avant même de commencer, je vous remercie. Très simplement, je vous remercie. Comme on dit chez nous au Togo, Akwe. Je vous en prie. En tout cas, j'espère inspirer la jeunesse et j'espère apporter, de par mes actions, un réel impact à la construction, à la prise de conscience des jeunes. Et j'espère que après moi, il y en aura encore d'autres qui puissent aussi inspirer. Parce que l'objectif, c'est pas d'être le seul à être une personne inspirante, C'est ça. mais c'est de permettre à ce qu'il y ait une éclosion de personnes inspirantes. Et c'est ce dont nous avons besoin en Afrique, c'est ce dont a besoin notre jeunesse pour pouvoir avoir des modèles de réussite et avancer sur leur parcours. Merci beaucoup. Alors, on va très vite commencer. Vous avez été député en France, et pour ça, vous avez certainement eu un parcours assez particulier, parce que vous avez été député, ce qui vous a également conduit à diriger des commissions dont la commission des affaires économiques, des commissions en diplomatie, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, votre parcours et surtout la manière dont votre parcours vous a orienté, vous a conduit vers ces missions, vers ces postes? Oui, effectivement, j'ai été élu député à l'Assemblée nationale française de 2017 à 2022, donc j'ai fait un mandat. Je me suis présenté à ma réélection, à l'élection pour un deuxième mandat qui malheureusement n'a pas été conclu par un succès. Toutefois, cette expérience que j'ai eue est une expérience qui a été très enrichissante, quand bien même très prenant. Je dirais aussi, pour la petite correction, je n'ai pas été le président des commissions dans lesquelles que vous avez mentionné, notamment la commission des affaires économiques et la commission des finances, mais j'ai été rapporteur spécial à la commission des affaires des finances, rapporteur
pour avis à la commission des affaires économiques et à la commission des affaires européennes. J'ai été le référent de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Et j'ai dirigé également un groupe d'études d'une quarantaine de députés de tous bords qui s'appelle le groupe d'études diplomatie économique avec l'Afrique. Et donc durant ce mandat de 5 années, j'ai dirigé ce groupe-là. Alors comment est-ce que je suis arrivé à la politique? Pour la petite histoire, j'ai toujours aimé la politique. Je dirais que très tôt, mes parents m'ont un peu, sans le vouloir, sans doute, mis sur le chemin de la politique. Parce que je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire, que j'ai fait ici à Lomé, au Togo, mes parents ne me laissaient pas regarder des films. Ils me laissaient regarder le samedi ou le dimanche des dessins animés. Et toute la semaine, j'avais droit à la télé, mais qu'au journal de 20 heures. Ah, c'est drastique, ça. Et donc ça a duré, je dirais, oui, jusqu'au collège, jusqu'à ce que je n'arrive au collège. Je ne regardais que le journal télévisé de 20 heures. Et puis, il y a eu une époque où on a eu la possibilité d'avoir différentes chaînes au Togo, en dehors de la chaîne de télévision nationale. Et là, j'ai commencé à regarder aussi d'autres chaînes de télévision, mais toujours le journal de 20 heures. Donc, je me suis très vite intéressé aux faits politiques, que ce soit national, international, en Europe ou aux États-Unis. Et quelque part, je crois que secrètement, ça a nourri mon envie de vraiment m'intéresser plus à la politique. Et donc mes études universitaires m'ont amené en France, d'abord à Poitiers, où j'ai fait mes premières années. Et c'est effectivement à Poitiers que j'ai mis le pied en politique, en étant très souvent avec des amis étudiants impliqués dans la politique, dans les mouvements jeunes. Vous étiez nombreux? Oui, Poitiers, c'est, je dirais même un faiseur de politiciens, Poitiers. Ah oui, d'accord. À l'Assemblée nationale, quand j'ai été élu député, il y avait une bande de députés qu'on appelait la bande de Poitiers. Et si au Togo, aujourd'hui, dans le gouvernement togolais, il y a tout au moins 4 ministres qui ont fait Poitiers à la même période que moi et avec qui j'ai gardé aussi de très bons contacts. Donc Poitiers, c'est une ville étudiante qui bouillonne de culture et surtout de culture politique. Et puis après Poitiers, j'ai été amené par la force des choses, je dirais, à Paris, parce que il fallait que je trouve un emploi adapté, qui me convienne. Et donc j'ai été recruté par une grande banque française à Paris, d'où mon départ de Poitiers pour m'installer dans la région parisienne. D'abord à Paris 12e et puis ensuite en périphérie plutôt, notamment à Noisy-le-Grand. D'accord. Ça a été compliqué le décalage, on va dire, de la ville de Poitiers-Paris. Est-ce que oui, le décalage il est net. Il est net dans le sens où Poitiers, c'est une ville étudiante. En 30 minutes, j'exagère peut-être un peu, mais en 30 minutes, on a fait le tour de Poitiers. Et donc, c'est facile, c'est une ville facile à vivre. L'urbanisation, elle est là, mais elle n'est pas oppressante comme on peut vivre ça en région parisienne. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, j'étais comme dans une nouvelle culture où tout va vite, beaucoup plus vite qu'à Poitiers, où il y a une densité humaine assez forte, mais encore l'avantage c'est que Paris m'a semblé plus ouvert parce que il y a des gens de différents horizons, de différentes cultures, et ça permet vraiment un brassage qui donne une certaine liberté d'action, ce qui n'est pas le cas dans les provinces françaises, notamment à Poitiers, où on sent qu'il y a un conservatisme de certaines personnes ou de certaines professions qui font que il vaut mieux être à Paris pour pouvoir toucher du doigt, je dirais, ses désirs ou ses vœux. Et aussi, je dirais qu'au niveau de l'offre politique en région Île-de-France, il y a matière, il est plus varié, il y a matière. Et donc, oui, mon activité professionnelle dans une banque m'a amené à Paris,
Et puis de Paris, j'ai recommencé vraiment à m'intéresser à la politique française essentiellement. Et puis je regardais un peu aussi les faits internationaux. Je me suis engagé localement à Noisy-le-Grand comme conseiller citoyen auprès de la mairie de Noisy-le-Grand. Et quelques mois après, voilà, j'ai eu, comme beaucoup de Français, à écouter des propos d'un certain ministre à l'époque, ministre de l'économie, Emmanuel Macron, oui. Et qui semblait, moi, qui me parlait, étant donné que je dirais plutôt que mon courant, c'est plutôt un courant socio-démocrate ou voilà que je pourrais situer dans ce courant-là, et je trouvais qu'Emmanuel Macron avait cette sensibilité. Et donc je me suis un peu intéressé à lui. J'ai été invité une fois grâce à un ami à une réunion qu'il avait tenue à Bercy, alors qu'il était encore ministre. Et tout ça, chemin faisant, ça m'a permis de me forger la conviction que ce qu'il portait comme projet était un projet qui correspondait aussi à mes valeurs et à mes aspirations. Okay. Et c'est ainsi que j'ai fait le choix de m'engager dans le parti qu'il avait créé en avril 2016, En Marche, pour l'aider dans sa campagne à atteindre son objectif, qui est d'être élu président de la République. Et donc ça a été pour nous une grande première. Beaucoup nous disaient ce n'est pas possible, il n'a jamais été élu, il ne sera jamais président, parce que quand on regarde dans le parcours des précédents présidents français, ils ont été élus locaux, ainsi de suite. Et moi, on me disait, vous n'y croyez pas quand même. Je dis, si, j'y crois. On me dit non, mais de toute façon, vous n'y arriverez pas, parce que vous non plus, vous n'avez pas d'expérience politique en tant que telle, à part mes petites expériences politiques étudiantes. Vous n'avez pas d'expérience en tant que telle. Vous n'avez pas été élu. Et donc tout le monde nous donnait perdant. Certains nous disaient oui, c'est bien, vous le faites, mais c'est pour le coup d'après, et que ce sera pas pour maintenant. Mais nous, on y croyait, et puis on y allait. Je crois que les Français aussi, à ce moment-là, avaient envie de voir quelque chose de nouveau. Ils ont été pendant longtemps dans une alternance gauche-droite, et on va dire toujours les mêmes problématiques, les mêmes interrogations. Et là, il y a une nouvelle offre, où le candidat parlait de dépassement des clivages, parlait d'une France qui ressemble à sa population, d'une représentation nationale qui ressemble à la population française, avec un renouvellement des usages, des visages. Et c'est tout cela qui m'avait vraiment donné le déclic de prendre la responsabilité, de prendre une responsabilité politique en tant qu'élu. Ok, c'est bien ce que vous dites. Surtout, ça se voit que avec votre parcours, il faut de la force de conviction, de l'audace et surtout du travail derrière, parce que il a fallu aussi prouver une certaine légitimité en disant que je suis compétent par rapport à la chose, raison pour laquelle aussi vous avez réussi à avoir ce parcours qui est quand même assez grandiose. Bien entendu, il faut de l'audace, et ça c'est très important, et je crois qu'il faut de l'audace dans tout ce qu'on veut entreprendre, parce qu'il y aura toujours des facteurs négatifs qui nous feront croire que nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas le bon moment, vous n'avez pas le potentiel nécessaire. C'est vrai qu'il faut tenir compte de tout ça, à savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne période, est-ce que j'ai les compétences ou le potentiel pour. Il faut évaluer tout ça, bien entendu, mais je crois que c'est l'audace qui permet aussi des fois même de faire ressortir son potentiel. Totalement. Nous avons chacun, et moi j'y crois fermement, un potentiel énorme, mais la peur d'oser fait que nous ne bousculons pas le potentiel qui est en nous. Mais une fois que vous faites le pas d'oser, lorsque vous mettez en action votre audace, vous découvrez un potentiel que vous ignoriez de vous-même.
Et parlant d'audace, moi je me rappelle lorsque j'ai intégré le parti politique qu'a créé Emmanuel Macron, j'ai créé une cellule locale dans ma ville à Noisy-le-Grand. Et puis j'ai eu envie de rentrer dans l'équipe des bénévoles qui préparaient le projet, qui préparaient le programme. Donc je me suis dit tiens, je vais aller à son QG. J'y suis allé sans rendez-vous. J'ai voulu voir un responsable. On m'a dit sans rendez-vous, vous pouvez pas accéder déjà à l'immeuble. J'étais resté à la porte. Et puis, pour la petite anecdote, il y a un monsieur qui, lui, était un habitué, vraisemblablement, qui a sonné aussi. Et bien, dès qu'il est entré, je l'ai suivi. Alors que je n'étais pas attendu et on venait de m'expliquer que je ne pouvais pas sans rendez-vous. Il est monté dans l'ascenseur, je l'ai suivi et je suis arrivé sur place à l'accueil du QG et j'ai demandé à rencontrer un responsable pour manifester mon envie de rejoindre le groupe de bénévoles qui préparait le programme. Alors la personne à l'accueil me dit, vous savez, il faut envoyer un CV à telle adresse et puis ensuite on vous appellera si votre CV. Et puis je dis, mais maintenant que je suis là, je vais pas rentrer sans avoir vu personne. Et donc je crois que il a été lui aussi un peu embarrassé et puis il a fait appel à la jeune dame qui était responsable du recrutement des bénévoles. Elle est descendue, elle m'a expliqué la même chose en me disant il faut remplir il faut envoyer un CV, lettre de motivation à tel lien. Et je lui ai dit écoutez, c'est bien, j'ai pris note, mais est-ce que vous pouvez me donner votre mail perso que je vous mette en copie, en tout cas mail professionnel, que je vous mette en copie au cas où il y a un souci. Donc elle me donne son mail perso. Et séance tenante, lorsqu'on discutait, je lui ai envoyé mon CV. Donc on était là, elle reçoit sur son téléphone, elle ouvre, elle me regarde. Dans son regard, on lisait, mais vous en voulez quoi. Voilà. Et donc après, je suis ressorti de l'immeuble, j'ai pris l'ascenseur, je suis ressorti de l'immeuble. Le temps d'arriver à la bouche de métro, mon téléphone sonne, un numéro inconnu, je décroche. Et une voix me dit au téléphone, vous venez de quitter le QG de En Marche, vous souhaitiez être, donc c'est moi qui vous ai reçu, elle a répété son prénom, j'ai dit oui, ok, et puis elle me dit c'est bon, demain vous pouvez passer avec une photo d'identité pour avoir votre badge d'accès en tant que bénévole. Alors, si je n'avais pas eu certains disent ce culot, mais si je n'avais pas eu cette audace de rentrer quand même derrière celui-là alors que je savais que je n'avais pas de rendez-vous et qu'on me l'avait signifié en plus. Je pense que c'est là aussi la force de l'audace. L'audace ouvre le champ des possibles et le champ des possibles, il peut être infini. Et c'est nous qui nous limitons. Alors l'audace n'est pas non plus de l'arrogance. Bien sûr. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la prétention, mais c'est vraiment montrer qu'on en veut et qu'on a quelque chose à vendre, on a quelque chose à donner. Et donc voilà, quand je me suis rendu au QG ce jour-là, j'avais déjà mon emploi de juriste conseil en cession et reprise d'entreprise dans une société basée à Suresnes. Et donc ce jour, je venais du boulot, donc j'étais arrivé directement de mon boulot et voilà, je savais que je pouvais faire quelque chose, je pouvais donner quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai été intégré dans le groupe des bénévoles et régulièrement j'allais au QG d'Emmanuel Macron où on recevait des mails, on répondait à tous les citoyens qui se posaient des questions sur quel est son programme, le parti et tout ça, jusqu'à ce qu'il annonce sa candidature. Et ensuite, on est rentré en campagne jusqu'à son élection. Pendant la campagne pour les présidentielles, à un moment donné, à son QG de campagne, où il était aussi avec nous, il a demandé à ce que certains qui le souhaitent puissent l'accompagner à mettre en place le projet. Et donc, qu'il aimerait bien que ceux qui le souhaitent puissent candidater à l'investiture pour les législatives. Alors je suis rentré chez moi, j'en ai parlé à mon épouse et puis elle me dit oui, pourquoi pas,
on va prier et puis on verra si Dieu nous donne la conviction que c'est ce qu'il faut. Et puis le lendemain, on s'est levé et puis elle m'a dit, bon, je me rappelle, en gros, elle me disait, bah, à 40 ans ou à 41 ans, tu as un métier. Vas-y, si tu gagnes, tant mieux. Si tu ne gagnes pas, tu perds rien. Et puis moi aussi, j'avais la conviction quand même, puisque j'ai été nourri pendant longtemps de tous ces faits politiques, la vie politique. J'ai même participé à la campagne présidentielle en 2002 où Lionel Jospin était candidat en face de Jacques Chirac. J'ai fait aussi un peu la campagne. En tout cas, la pré-campagne de Dominique Strauss-Kahn avant qu'il ne soit disqualifié pour les présidentielles. Donc, tout ça en moi, c'était pour moi l'occasion de prouver et aussi de transformer aussi toute cette aspiration que j'avais, qui sont pour moi une aspiration basée, je dirais, sur des principes ou alors des valeurs que j'ai fait mienne, qui sont le travail, la valeur travail. C'est ce que j'ai porté d'ailleurs durant ma première campagne des législatives. L'abnégation, le travail, l'abnégation et la force de conviction. Totalement. Sans la conviction, on navigue à vue et on va dans tous les sens. Il faut avoir une conviction ferme et résolue, et c'est ce qui nous permet aussi de garder le cap, de fixer le cap. Et ça, c'est valable tant dans l'entrepreneuriat, dans la politique, même dans la gestion de la vie de famille. Il faut, je crois, fondamentalement ces trois valeurs: la force de conviction, la valeur travail et l'abnégation. Parfait. C'est vrai que c'est beau en plus ce que vous dites, parce que vous avez quand même fait preuve d'une telle audace, juste pour un bénévolat, juste pour du bénévolat, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne feraient même pas le quart, qui n'auraient même pas ce quart d'audace là pour un travail qui est rémunéré à grande ampleur d'une certaine manière. Donc franchement, ça montre une force de conviction et surtout une vision de votre vie et d'un engagement qui est fort. Ok, fort. Oui, cet engagement, je pense que je l'ai toujours eu. Je l'ai toujours eu puisque je me rappelle à 15 ans déjà, j'étais très intéressé de participer à des mouvements associatifs, me rendre utile. À 15 ans déjà, donc ici au Togo. Oui, ici au Togo, j'ai été scout. J'ai été scout au Togo, et le scoutisme, c'est le service, c'est le service à l'autre, rendre service. Et donc quelque part, j'ai été j'ai été fait de cette envie, de cette fibre, d'être utile, d'être utile à quelque chose, d'être utile à la communauté, de me rendre utile, de servir surtout pour atteindre un objectif, servir l'intérêt général. Totalement. Donc ces valeurs, je pense les avoir cultivées à partir de ce moment-là, avec le scoutisme et puis d'autres associations après dans lesquelles j'ai milité. Et puis arrivé vraiment en politique, mon ambition c'était pas de faire carrière politique, mais mon ambition c'est de participer vraiment à transformer la société, à faire de sorte que il y ait un certain équilibre dans la vie des citoyens, qu'on n'ait pas d'autres qui soient excessivement nantis, d'autres excessivement appauvris, mais de faire de sorte que il y a un certain équilibre, qu'il y ait une justice sociale surtout, qu'il y ait une justice sociale qui profite à l'ensemble de la population. Alors je l'ai fait en France parce que c'est là où je me suis engagé politiquement. Mes électeurs en juin 2017 m'ont fait confiance, et il n'était pas question que je les déçoive. Alors après, vous me direz, si vous n'avez pas été réélu, c'est alors que vous les avez déçus. Mais je ne dirais pas ça comme ça, puisque une fois qu'on est en politique, on se rend compte que tous les paramètres qu'on a imaginés au départ ne sont pas
exhaustif. Et il y a d'autres paramètres qui viennent en ligne de compte, qui font que d'une élection à une autre, vous êtes réélu ou vous n'êtes pas réélu. Et dans mon cas, tout le monde le sait qu'il y a eu pour la campagne présidentielle 2022 un fort mouvement, je dirais, des gauches, notamment de France Insoumise, machin. Et puis, je suis sur un territoire qui était foncièrement ancré à gauche. Alors, ce n'est pas des excuses, hein. J'aurais pu emporter ces élections, mais voilà. Ça fait aussi partie de la politique. On perd parfois, on gagne parfois. L'essentiel, c'est de rester ferme dans ses convictions. Et moi, aujourd'hui, je reste ferme dans mes convictions et je continuerai tant que j'ai la force d'amener à l'implémentation des politiques qui vont profiter à la population. Tout en étant engagé en France, je n'ai pas oublié mes racines. Totalement, ouais. Mon origine, c'est le Togo. Je suis né à Lomé. J'ai eu mon bac à Lomé avant de me rendre en France. Donc, j'étais déjà majeur quand je suis arrivé en France. Je suis revenu souvent pendant toutes les années où je vivais en France. J'y vis toujours d'ailleurs. Et ça a toujours été pour moi ressenti comme un devoir de donner à mon pays et plus généralement à l'Afrique, de leur donner ce qu'ils m'ont donné. Parce que les valeurs, l'éducation que j'ai eue ici, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon pays d'origine, c'est cette éducation aussi, et je le crois aujourd'hui, qui m'a permis aussi de pouvoir braver certains obstacles, de pouvoir continuer à maintenir le cap malgré les difficultés qu'on peut avoir quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans le pays d'accueil qui est la France. L'éducation que mes parents m'ont donnée, ça m'a permis de comprendre que voilà, j'ai un oncle qui avait l'habitude de donner une citation, et quand je partais pour la première fois en France, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit si tu arrives là-bas, tu verras des gens qui sont de ton âge, qui sont dans la même faculté ou dans le même quartier ou dans la même ville, qui font certaines choses, qui prennent certaines décisions, qui font certains choix, mais t'es pas obligé de faire les mêmes choix que ces personnes, mais retiens juste cette phrase. Nous habitons tous la même rue, mais nous ne sommes pas sur les mêmes trottoirs. Et donc, avec cette maxime, tu sauras faire la distinction, même si nous habitons tous la même rue, il y a le trottoir de gauche, le trottoir de droite, ce n'est pas la même chose qui se passe sur le trottoir d'en face. C'est ça. Et donc, il va falloir faire des choix pour l'avenir. Et donc, oui, j'ai eu à être confronté à des situations où j'aurais pu faire des choix qui vont complètement me dévier de ma trajectoire, mais cette éducation m'a permis de faire des choix malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer. Arrivé là-bas, bon, quand vous avez des parents qui vous envoient de l'argent en devise franc CFA, vous arrivez là-bas, ça devient pas grand-chose. C'est ça. Et donc, comme beaucoup d'étudiants étrangers et même français, on prend un job à côté, on fait parfois deux jobs à côté des études, et concilier les études et un travail, ce n'est pas du tout évident. Oui, c'est ça. Forcément, ça se répercute sur les résultats. Et donc, un master, c'est bac plus 5, donc c'est 5 ans après le bac. Et ben moi, j'ai fait bac plus 8 pour avoir mon bac plus 5, parce que j'ai dû redoubler. À l'époque, quand je redoublais, j'avais tellement la rage, ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est aussi la preuve, et ça m'a forgé, que malgré les difficultés, on peut avancer. Moi, j'avais fait des jobs où j'allais en usine la nuit. Donc, je travaillais à l'usine la nuit. Le lendemain, j'étais en TD. Donc, pendant que les autres étaient éveillés, moi, je pionçais. C'est ça. À moitié. Et donc, forcément, j'ai pas eu les mêmes résultats. J'ai pas eu les mêmes résultats. Donc, j'ai mis 8 ans au lieu de 5 ans pour avoir mon bac plus
5 en droit des affaires. Mais c'est fort parce que vous n'avez pas abandonné. Il y a plein de personnes j'ai qui pas déjà abandonné. au premier échec, reconversion ou abandonnent. Oui, j'ai pas abandonné parce que ça me tenait à cœur d'être diplômé en droit parce que mon ambition à l'époque c'était d'être un juriste d'affaires. Okay. Juriste d'affaires, bon, je le suis aujourd'hui puisque j'ai pu atteindre mes objectifs, mais ça me tenait tellement à cœur et puis je savais aussi que si je quittais parce que j'ai eu des échecs, qu'est-ce qui me dit que là où je vais reprendre, j'aurai pas d'échecs? Et donc, à chaque fois que je vais avoir des échecs, je vais changer de voie. Je risque de ne pas en finir. Parce que les échecs, ça fait partie de la vie. Totalement. On en aura toujours, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit élève, qu'on soit quel que soit le domaine dans lequel on est, il y aura toujours des échecs. La vie, elle est faite d'échecs et ce sont les échecs que nous transformons, en tout cas les expériences que nous tirons de nos échecs, que nous transformons en force. C'est ça. Après. C'est ça. Et moi, ça a été ma force. Alors, j'ai été élu après député. Je savais ce que c'était le terrain. J'ai travaillé en usine. J'ai travaillé aussi comme ouvrier pour la cueillette des melons. Ah oui. Dans les champs. Ah oui. Et ça, c'était des jobs et c'était difficile sous le soleil. Et j'ai fait d'autres jobs où j'ai été caissier polyvalent dans une station-service. J'ai été pompiste. Alors, c'est des choses que je n'aurais peut-être jamais fait si j'étais resté à Lomé avec mes parents. Totalement, oui. Mais là-bas, voilà, la vie nous apprend et on apprend de la vie. Et c'est comme ça que tous ces petits boulots, et à un moment donné même, j'avais carrément pris un boulot en CDI, et donc j'étais étudiant salarié. Et donc je devais concilier les deux. Et donc tout ça, ça n'a pas été très simple, mais à la fin, voilà, j'ai pu, après avoir quitté Poitiers, j'ai été admis à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et c'est là où j'ai eu à faire mon master en droit des affaires, option droit des sociétés. Et puis avec l'expérience du travail, on apprend, c'est aussi au travail qu'on apprend. À maîtriser son art. On arrive en tant que juriste, on a fait plein de théories. Ah bah totalement. Et puis une fois qu'on est en mission, de façon concrète, eh ben c'est sur le terrain qu'on apprend vraiment à mettre sa théorie en pratique. Ou parfois on se rend compte que même la théorie n'est pas tout à fait adaptée et qu'il faut à chaque fois ajuster. C'est ça. Et donc oui, tout ça, je dirais que ça a participé au fait de vouloir servir l'intérêt général. Et encore aujourd'hui, c'est une motivation que j'ai de continuer à participer tant sur le continent européen que sur le continent africain, à apporter ma pierre à l'édifice. Ok, c'est bien beau parce que généralement on voit les success stories, on voit le après. Par exemple, quelqu'un va venir vous voir en tant que député, en tant qu'aujourd'hui juriste, en tant que personne qui est accomplie d'une certaine manière, sans se dire que cette personne-là a quand même bravé beaucoup de choses, beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles, beaucoup d'échecs, comme vous avez eu à le dire. Et vous avez dit par exemple tout à l'heure que les échecs, on peut capitaliser sur les échecs, on doit même capitaliser sur les échecs. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, et pas uniquement dans la jeunesse, généralement, on pense que l'échec, l'échec fait remettre en question toute notre vie, toute notre intégrité, toute même notre légitimité à faire quelque chose. Alors que comme vous l'avez très bien souligné, c'est juste une étape, c'est quelque chose qu'il faut accepter et réussir à rentabiliser d'une certaine manière l'échec afin de pouvoir après briser d'autres barrières. Oui, bien entendu. Si on fait un parcours sans échec, moi, je trouve que c'est très dangereux. C'est louche. Oui, c'est louche et c'est très dangereux parce que à la première difficulté, vous explosez, vous partez en éclat. Et donc, les étapes que sont les échecs nous font prendre conscience de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, et ça nous permet de rectifier le tir pour mieux avancer. Bien sûr. Et donc, c'est un cumul d'échecs qui finalement constitue le succès. C'est ça. Et donc ça, je l'ai. Mais l'échec n'est pas facile à vivre. Personne n'accepte l'échec. Bien sûr. Mais quand on rencontre un échec, il vaut mieux avoir cette perception de la chose. Quand vous percevez l'échec comme une fatalité, comme une fin en soi,
alors là, vous êtes bloqué. Mais quand votre perception, c'est de dire que l'échec va me permettre d'éviter la même erreur une deuxième fois ou une troisième fois, là, vous capitalisez vraiment sur vos échecs. Et c'est ce que je continue à recommander à tous les jeunes. Ouais. Et pour donner encore un autre exemple, pendant ma toute première campagne législative, j'ai rencontré plein de jeunes, que ce soit des jeunes de quartier ou, comme on dit, ou des jeunes tout simplement. Beaucoup me disaient que non, c'est pas possible, vous pouvez pas, vous serez pas élu. Parce que vous êtes noir, ou ils disent vous êtes black, vous êtes renois, et que donc ici personne ne votera pour vous. Et en plus, nous on est là, on a nos grands frères, on a vu, ils ont fait des efforts, ils ont fait des études. Mais ça n'a rien Aujourd'hui, ça n'a rien donné. Et donc j'ai compris un peu leurs difficultés. C'est vrai que dans certains quartiers, il y a une stigmatisation. Quand vous venez du 9-3, par exemple, vous présentez un CV, quand bien même vous avez un très bon parcours. Le 9-3, certains employeurs se disent « Ah oui, la Seine-Saint-Denis, il n'en sait rien, mais il en entend parler. Et ce qui n'arrange pas ces jeunes-là. Et donc, ils se disent, non, c'est pas fait pour nous. Et moi, je leur ai dit, c'est fait pour vous. D'autant plus que vous êtes français, vous êtes né français. Moi, j'ai acquis la nationalité française. J'ai été naturalisé français. Donc, je suis arrivé en France en tant que Togolais. Et donc, j'ai été naturalisé français. Si moi, aujourd'hui, j'ai pu finir mes études, j'ai pu trouver un poste de juriste dans une entreprise et pas des moindres. Ensuite, la banque et tout ça, vous aussi, vous en êtes capable. Totalement. Et vous avez toute la légitimité, mais c'est ce qui est certain, on viendra pas vous servir. Vous devez aller vous servir. Vous devez partir arracher, vous devez conquérir ce qui vous revient de droit. C'est vrai, on dit c'est mon droit, mais lorsque vous ne réclamez pas votre droit, ah c'est vrai, il faut le revendiquer le droit. Il faut le revendiquer. C'est comme il y a certaines populations qui ont des droits à certaines allocations, mais ils ne font pas recours à ce droit. Et donc le droit ne s'applique pas à eux. C'est ça, clairement. Donc quand vous faites recours au droit, oui, là vous le revendiquez, le droit s'applique. Donc allez chercher à occuper les places qui sont les vôtres, parce que c'est aussi vous qui allez construire cette nation. Mais si vous restez en marge et vous vous dites oui, ça marchera, ça n'a pas marché pour les grands frères, donc ça marchera pas pour nous, eh ben vous serez dans 10 ans encore à vous plaindre. Et donc allez-y, allez voter, prenez votre bulletin, exprimez-vous. C'est ça qui vous donnera aussi une force qui permettra. Les politiques, c'est ça. Il faut monnayer le bulletin de vote. C'est ça. Contre des programmes qui vous avantagent. Ce comportement, il est partout, même en Afrique auprès de la jeunesse, c'est l'autocensure. On dit souvent, oui, nous les jeunes, on ne nous donne pas de considération parce qu'on nous considère comme jeunes. C'est ça. Nous les jeunes, on ne nous ouvre pas les portes parce que, oui, ça existe. Mais en même temps, beaucoup se résignent à dire ça et ne font absolument rien. Absolument rien. Et c'est ça que j'appelle l'autocensure. Et donc, il faudrait que les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent s'engager en politique, qui veulent rentrer dans l'administration, quelles que soient les initiatives qu'ils veulent mettre en place, que ce soit privé, professionnel ou autre, il faut briser le mur de l'autocensure. Il faut briser le mur de l'autocensure, c'est-à-dire il faut oser. Il faut y aller. Il faut y aller. Et quand vous arrêtez face à un obstacle, le contexte peut vous apprendre à contourner l'obstacle. C'est ça. Ou à le survoler, si vous savez voler.
Mais toujours est-il que lorsque vous n'avez pas cette audace, vous allez stagner ou reculer. Et c'est ce qui a c'est ce qui représente, je dirais, un des gros cailloux dans les chaussures de la jeunesse aujourd'hui. De par le narratif que vous êtes en train de montrer, d'illustrer, c'est déjà, ça se voit que vous êtes reconnaissant de tout ce que le Togo vous a apporté. Et vous avez également montré que ce sont ces valeurs-là que vous avez réussi à avoir au Togo qui vous ont permis d'avoir cet engouement, d'avoir cet engagement, d'avoir également cette force de conviction et même cette audace lorsque vous êtes allé de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans les rangs de la diaspora, il y a plein de personnes qui se désintéressent totalement de la cause africaine parce que c'est plus simple de l'autre côté. Alors bien évidemment, ce n'est pas forcément plus facile, mais c'est plus simple parce qu'il y a des choses qui sont c'est linéaire pratiquement en termes de carrière, en termes de poursuite d'études, etc. Ce qui fait que les gens se disent bah non, le Togo ne m'a rien apporté, je suis arrivé de l'autre côté, j'ai tout eu, donc j'oublie carrément les miens, j'oublie mon terroir et donc je reste uniquement là-bas. Mais de par votre narratif, de par votre histoire et surtout la manière dont votre vision très simplement, cette biculture aussi que vous avez vous montre qu'on peut capitaliser des deux côtés. On peut apporter ici en étant là-bas et vice versa, sans nier surtout notre identité africaine, notre identité culturelle foncière. Je suis complètement d'accord avec vous parce que la double culture que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est un atout. C'est un atout tant pour mon pays d'accueil, mon pays d'adoption qu'est la France, et c'est aussi un atout pour le Togo. Parce que ça me permet d'avoir le positif que je peux prendre ici et l'arrimer à ce que je peux avoir de positif là-bas pour construire quelque chose, et aussi dans le même sens pour prendre ce qu'il y a de bon et pouvoir le mettre en musique pour implémenter quelque chose ici. Et donc, moi, je crois que la diaspora africaine, qu'elle soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, ne devrait pas se désintéresser du pays d'origine ou du continent. Pourquoi? Moi, j'ai été député pendant 5 ans. J'ai dirigé, comme je vous l'avais dit, le groupe Diplomatie économique avec l'Afrique. J'ai mené beaucoup de missions avec des parlementaires français, sénateurs et députés, avec des chefs d'entreprise françaises ici dans des pays africains. Cela m'a permis de comprendre clairement que l'avenir du monde va se jouer en Afrique. Ce serait vraiment dommage que la diaspora africaine soit à l'écart de cette nouvelle donne économique, je dirais, ou de cette transformation qui va avoir lieu sur le continent africain. Ça ne veut pas dire que toute la diaspora doit revenir vivre en Afrique. C'est ça. Mais on peut vivre dans son pays d'accueil et contribuer, s'impliquer sur le continent. Et on peut le faire de diverses manières. On peut le faire par l'entrepreneuriat. On peut le faire aussi par des think tanks qui peuvent apporter des connaissances, qui peuvent apporter des savoir-faire. On peut le faire aussi par des transferts de technologie, des transferts d'expérience. On peut le faire par des investissements en Afrique, l'actionnariat, par exemple, qui peut être développé en Afrique avec les petites et moyennes entreprises que nous avons ici au Togo ou dans d'autres pays. La diaspora a, pour moi, tout intérêt à s'investir sur le continent. Parce que dans 5 ans, c'est déjà en cours. Dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on risque de se réveiller, de se rendre compte que nous sommes en retard par rapport au mouvement qui a lieu sur notre continent. Et que nous sommes étrangers. Sur notre propre terre. Et donc, non, les diasporas qui se détournent du pays d'origine, je peux comprendre qu'il y a pour certains des histoires assez difficiles. D'autres sont peut-être partis en exil parce que peut-être persécutés ou alors un drame familial qui font que voilà, on fait un trait, on dit je fais une croix sur le pays, j'y reviens pas.
je comprends aussi ces difficultés qui peuvent expliquer ces choix. Mais avec mon expérience, et ça je n'ai pas peur ni honte de le dire, avec mon expérience, même en ayant été député de la nation française durant un mandat, en ayant été un acteur clé politique de ma circonscription, de mon territoire, parce que je suis noir, je n'ai pas toujours eu accès à ce que d'autres peuvent avoir. Certains occidentaux peuvent avoir. Okay. Voilà. Et donc, on peut avoir beau vivre 60, 70 ans en Europe, aux États-Unis, votre origine, elle vous suivra. Elle vous suivra. Alors, on peut en faire abstraction. Moi, j'en ai fait abstraction. Parce que si je voulais tenir compte à chaque fois des remarques, des gestes, ou alors de certains comportements qui sont tout simplement du racisme, j'allais démissionner depuis longtemps. Donc j'en ai fait abstraction, et il faut effectivement en faire abstraction et pouvoir avancer. Mais au fin des fins, je crois que même ces populations européennes, américaines, occidentales en général, elles ont le regard tourné vers l'Afrique. Je participe à des rencontres d'affaires avec des politiques. Je vous assure que quand on parle d'Afrique, ils ont tous les yeux qui brillent, un peu comme Picsou qui a le dollar qui s'affiche sur ses yeux quand on lui parle d'argent. Et donc, ce serait vraiment dommage que la diaspora ne soit pas au rendez-vous de l'émergence du continent africain. Aujourd'hui, le contexte géopolitique en plus nous permet vraiment, en tout cas permet à l'Afrique, de se positionner et de rebattre les cartes pour pouvoir amener les pays africains à un vrai développement économique.